Madame, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Contre nous soit dit, ce magazine que vous suivez ici, chez nous à CPL, qui traite des questions politiques mais aussi des questions sociales. Nous prenons ces questions importantes et nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Aujourd'hui, je serai un peu, comment dire, pédagogique, parce qu'à un moment donné, au-delà des tralala politiques, il faut que la science, alors la vraie science et la pure, puisse parler. Nous parlerons plus droit aujourd'hui. On reviendra sur la polémique soulevée par M. Alexis Thambwe Mwamba autour de l'article 119. Quelle est la vraie conséquence par rapport à ça? Quelle est la vraie raison? Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences politiques, ou plutôt une lecture politique à faire par rapport à ça? On parlera du Congrès, on parlera plus droit aujourd'hui, il y a un peu des politiques, mais le droit aura plus d'ampleur et d'épaisseur par rapport aux autres parties de l'émission. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Maître Hervé Diakessé. Maître, bonsoir. Bonsoir, cher Perrault. Comment vous allez? Je vais très bien et je me sens très honoré d'être l'invité de votre prestigieux plateau. Non, mais c'est toujours un grand plaisir qu'un avocat comme toi... Excuse-moi de te tutoyer, parce qu'au-delà de tout, Maître Hervé Diakessé, c'est quand même mon avocat. Quand je suis avec lui, je pense un peu comment on nous a arrêtés récemment à la police criminelle. Oui, bon, heureusement que c'était aussi un cas qui démontre que les temps ont changé. Puisque, voilà, ce n'est plus comme avant où je me retrouvais presque impuissant. Mes clients finissaient tous par aller au CPRK. Cette fois-là, il y a eu audition et puis après, bon, nous sommes tous sortis ensemble. Maître, vous croyez vraiment que les choses ont changé? Quand vous regardez le bilan de Félix Antoine Tshisekedi après plus d'une année, vous pensez qu'on est en bonne voie? Les choses avancent? Vous savez, nous étions tellement au fond du trou, comme l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire, qu'il suffisait juste d'arrêter de ne plus faire ce que Kabila faisait pour commencer à changer. Et donc déjà, rien que par l'inertie, les choses ont changé. Mais aussi, il faut quand même reconnaître, au moins sur le plan du discours, il y a une volonté du chef de l'État. Sur le plan du discours, alors qu'il y a entre le discours et les faits, il y a une marge. Mais aussi, nous étions avec les CLC et les autres mouvements citoyens, notamment celui auquel j'appartiens, les Congolais debout, et d'autres mouvements sœurs, dans le combat, par exemple, contre les laxismes de la justice et l'impunité. Et on doit reconnaître, on avait fait une marche où on avait reçu des colibés, déjà quand on remarquait des scandales de trop dans les détournements des deniers publics. Mais on avait fait un sit-in de 3 jours devant le palais de justice. Mais là, vous voyez que on doit le reconnaître, pour la première fois dans l'histoire de ces pays, un des plus proches collaborateurs du chef de l'État ait fait l'objet d'abord d'une invitation à comparaître devant la justice, sans qu'il y ait immixtion du président de la République dans cette procédure, et d'une mesure de privation de liberté. Évidemment, sa présomption d'innocence étant respectée. Ça, c'est un élément pour dire quand même que ça, c'est sans précédent. Et autant nous sommes sévères pour condamner certaines choses, pour constater les hiatus qu'il y a entre le discours et l'agir. Mais là, nous devons reconnaître qu'il y a eu une attitude qui correspond au discours et une attitude positive à encourager. Vous êtes acteur, je ne l'ai pas fait, acteur social, vous êtes dans des mouvements citoyens, vous êtes aussi proche des Kyungu commandants avec lesquels vous avez quand même travaillé à un moment donné, les gens le savent. Oui. Est-ce que c'est l'acteur politique qui parle ou plutôt les Kyunguistes qui parlent? Parce qu'à un moment donné, on sait que Kyungu prêche pour Félix Antoine Tshisekedi, Moïse a dit qu'il ne faut pas trop les critiquer, les Congolais sont quand même surpris qu'aujourd'hui le dollar est à 18 000 et quelques, rien n'échange, on dit que Kabila est encore très fort dans le pays, il contrôle encore l'appareil étatique. Que vous, acteur social, que vous venez ici nous dire que les choses commencent un peu à bouger, est-ce que ce n'est pas le côté plus politique, proche des Kyungu, qui vous fait parler par rapport à l'homme neutre, l'homme de mouvement citoyen? Non, c'est juste une analyse objective. Autant nous avons participé à des activités où nous avions dénoncé les risques de léthargie, les risques des dérives ou les risques de l'inertie, autant lorsque nous constatons un signal positif, nous ne perdons rien à les reconnaître. On ne doit pas être dans les dénégations systématiques, tout va très mal, rien n'est bon. Quand nous constatons, nous avions fait une analyse. Notre pays n'a pas un problème de texte. Nous avons les lois qui existent, qui sont très bien faites.
notre pays a un problème d'application des textes qui passent par des individus, et notre pays a surtout un réel problème, c'est l'impunité. Et l'impunité passe par la connivence entre les puissances politiques et la soumission ou l'inféodation de la magistrature. Maintenant qu'il s'est créé une brèche particulière par rapport à ça, et que cette brèche va dans l'essence souhaitée de l'indépendance de la magistrature, de l'impunité des puissants, en respectant la présomption d'innocence de tout un chacun, pourquoi est-ce que je m'abstiendrai de dire que ça, c'est un signal fort? Ça ne fait pas de moi un fasciste, un bétoniste ou un kiungiste ou quoi que ce soit. Ça fait de moi un citoyen qui constate un signal favorable et qui garde d'ailleurs sa neutralité, parce que quand le signal deviendra défavorable, nous tirerons sur la sonnette d'alarme. Vous vous rappelez, vous le savez bien, étant porte-parole de la campagne du CLC contre l'impunité, les détournements des deniers publics et les laxismes de la justice. Il existe toujours ce CLC-là. Oui, nous sommes intervenus récemment auprès de vos médias, de vos consoeurs, pour dire que nous dénoncions vigoureusement toute tentative du ministre de la Justice de s'immiscer dans la procédure. On reviendra sur ça justement. Mais l'actualité politique, la saga, j'allais dire, politico-juridique de ces derniers temps, il s'est concentré sur la sortie tonitruante de M. Alexis Thabo Mbamba. Thabo Mbamba, évoquant l'article 119 de la Constitution, a estimé qu'il fallait absolument que le président de la République ait l'autorisation du Congrès avant de pouvoir proclamer l'état d'urgence. Vous êtes spécialiste en droit, vous êtes praticien de droit. Est-ce que M. Thabo Mbamba avait-il raison ou il a eu tort d'exiger l'autorisation à Félix Antoine Tshisekedi avant la proclamation de l'état d'urgence? Je vais répondre en droit et je vais donner mon analyse de la plupart de querelles byzantines inutiles qui surgissent actuellement dans l'exercice des prérogatives du chef de l'État, dans le cadre constitutionnel qui est le nôtre, et qui sont délibérément alimentées. Ah, c'est délibéré, donc c'est fait à souhait, à volonté. C'est fait à dessein, parce que derrière cela, il y a un schéma. Le schéma est simple, c'est d'avoir un président de la République totalement dévirilisé, qui n'a que des prérogatives plus ou moins, à mon sens, des prérogatives symboliques, mais sous tutelle du Parlement, ce qui est totalement inconcevable. Donc ça n'a rien à voir de juridique, mais vous soupçonnez plutôt un calcul politicien derrière tout ça. Je vais vous proposer ma lecture des faits. Premièrement, vous savez, le droit, ce n'est pas une discipline qui a été inventée seulement au Congo, surtout les droits constitutionnels. Donc les régimes politiques, les systèmes politiques sont plus ou moins équivalents un peu dans le monde, on ne réinvente pas la roue. Et il y a des choses qui surgissent chez nous, qui ont surgi ailleurs, et qui sont objectivement comparables. Revenons sur l'ordonnance du chef de l'État. C'est l'ordonnance qui déclare l'état d'urgence. Lorsque le chef de l'État décide qu'il y a urgence, ça veut dire... J'ouvre une parenthèse avant de vous laisser parler, parce que là également c'est une brèche par rapport à cette ordonnance-là. On reproche au président d'avoir pris une ordonnance après son discours. Le président a lancé l'état d'urgence le 18, il prend l'ordonnance le 23. C'est l'ordonnance qui devait précéder, là, juridiquement parlant. La Constitution dit que le président de la République ordonne l'état d'urgence et il en informe la nation par un message. En fait, revenons en soi, parce que dans tous les cas, il faut bien qu'il y ait un acte juridique qui atteste de l'existence de l'urgence. L'urgence ne se décrète pas verbalement. Il faut bien qu'il y ait un document qui puisse l'asseoir. L'urgence, c'est quoi? C'est toute circonstance, toute situation qui, de par sa survenance, empêche le bon fonctionnement des institutions. Okay? Crée un dysfonctionnement. C'est ce qu'on a connu avec les Covid. On ne va plus revenir là-dessus. L'urgence, c'est le fait que la maison brûle. La première chose quand la maison brûle, c'est comment on va éteindre l'incendie, comment appeler les gens à venir sauver les meubles, sauver les vies, et sauver ce qui peut être sauvé, et surtout éviter que les feux ne puissent, si à défaut de prendre on ne parvient pas à l'éteindre, qu'ils ne puissent pas se disséminer chez les voisins. Donc, il faut contenir une menace. Okay? Pendant ces temps-là, il faut prendre des mesures. Alors, je voudrais
je vous dis déjà que le président de la République, en amont, n'a pas besoin d'une autorisation pour déclarer l'urgence. Même les simples bon sens s'y opposent. Quand la maison brûle, vous avez le temps de réunir les gens pour palabrer sur la nature du feu. Non, mais ça, c'est feu, il est jaune, il est orange, la nature des fumées, la couleur des fumées, etc. Le législateur savait tout ça. Il a autant mis ça dans l'article 119. Mais dans l'article 119... Vous avez dit que le problème, c'est le respect des textes. Mais justement, respectons les textes parce que l'article 119 évoque l'autorisation. Non. L'article 119, nulle part. Moi j'ai la Constitution ici, cher ami, cher Perrault. Et c'est pourquoi il est toujours important de discuter texte à main plutôt que d'avoir des versions alambiquées. Vous êtes dans l'article 119 sur les congrès. Ok? Moi, je suis en train de vous parler de la question même de l'état d'urgence. À quel moment le président de la République déclare l'état d'urgence? Ok? On vous l'a dit très bien que le président de la République doit constater des circonstances qui bloquent le fonctionnement des institutions. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'il constate qu'il y a une situation qui fait que les institutions ne peuvent plus fonctionner, il décrète cet état d'urgence pour deux motifs. Premièrement, il doit contenir le risque du péril. Vous êtes dans l'extrapolation, vous êtes dans la loi. Non, là, mais ça c'est de l'interprétation. Vous devez me laisser. Ok, je vous en... Parce que l'état d'urgence est dans la Constitution. Ok. Alors, si vous voulez que je commence à faire quelques lectures fastidieuses, prenons l'article 85. On vous dit, lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence, ou l'état de siège, mais ça c'est une autre notion. Okay? Après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, il en informe la nation par un message. On vous dit maintenant, les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Nous sommes d'accord. Vous avez bien vu que je n'ai rien interprété. Je vous ai cité la Constitution. Je vous ai renvoyé aussi à l'article 119. Mais justement, nous y allons. Okay. Donc nous avons la première chose, c'est que l'article 85. L'article 85, le président de la République constate ces circonstances. Okay? Comme il constate ces circonstances-là, il décrète l'état d'urgence. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il se concerte avec le Premier ministre, parce que c'est lui le chef du gouvernement, et avec le président de deux chambres, parce que bientôt, ces instances-là entreront en mouvement. Lorsqu'il a eu leurs avis et considérations, et il n'est pas lié par ces avis, on vous parle de concertation. Il se concerte, il vous écoute. Mais la prérogative de décréter l'état d'urgence relève du président de la République. Il le décrète, c'est tout. La deuxième chose, quand il l'a décrété, cette ordonnance est valable pour 30 jours. Vous comprenez? Donc on ne parle pas d'autorisation là. Indépendamment de l'Assemblée ou du Sénat, il décrète. Il décrète parce que c'est sa prérogative de 30 jours, la première chose. Voilà comment les choses se passent. La deuxième chose, il faut prendre des mesures pour fixer les modalités de l'exercice des droits pendant cet état d'urgence. Des mesures pour contenir la menace liée à l'état d'urgence. Alors ça, c'est une ordonnance délibérée en Conseil des ministres. Cette ordonnance délibérée en Conseil des ministres doit être envoyée rapidement devant la Cour constitutionnelle, dans un délai de moins de 15 jours. Pourquoi? Parce que celle-ci, toutes affaires cessantes, comme dit la Constitution, la Cour constitutionnelle, hein, voilà, l'article 145 vous dit, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée en Conseil des ministres. Ce n'est pas la première ordonnance qui déclare l'état d'urgence. Ça, c'est maintenant là, nous sommes déjà en plein dedans. Oui, nous sommes en plein dedans. Maintenant, il prend une autre ordonnance délibérée en Conseil des ministres. Il prend les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution. Vous voyez? C'est ça qu'il a transmis à la Cour constitutionnelle. Bon, j'avais déjà dit dans les médias, pour moi, il y avait eu un hiatus, parce que comme dans la même ordonnance, il y avait le même document, le même corpus reprenait l'ordonnance déclarant l'état d'urgence
et les autres mesures délibérées en Conseil des ministres, le président a donné l'impression qu'il soumettait à la censure de la Cour constitutionnelle sa décision portant proclamation de l'état d'urgence. Oh, c'était pas ça. Non, non, non. Là, le président n'avait pas besoin de consulter le... Je viens de vous lire la Constitution. Elle est très claire. Il y a un principe de droit simple. Là où la loi est claire, il n'y a pas lieu à interprétation. Okay? Je viens de vous lire l'article, d'abord l'article 85. Je viens de vous lire l'ordonnance de l'article 145 qui est soumise à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que dans ces délais-là, dans ces délais de 30 jours, le président prend déjà des mesures. Mais parce que nous sommes en plein état d'urgence, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir de plein droit. De plein droit. Pourquoi? Parce que l'état d'urgence, c'est quand même accordé à l'exécutif des prérogatives exceptionnelles, notamment des entraves à nos libertés, à nos droits. On nous empêche d'aller dans des provinces, on empêche d'accéder à certaines communes, on interdit certaines activités, on interdit même des funérailles, on interdit aux gens d'aller se distraire. Donc, c'est des entraves à nos libertés. Et pourquoi on soumet l'ordonnance, les mesures d'application à la Cour constitutionnelle? Pour s'assurer surtout que les dispositions prévues par l'article 61 de la Constitution, qui sont ce qu'on appelle le noyau dur des droits fondamentaux, ne puissent surtout pas être violées. Notamment le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'esclavage, la légalité des infractions des peines, le droit de la défense. Comme vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez besoin d'un avocat, on ne va pas vous dire, mais monsieur, vous êtes à la police, votre avocat ne peut pas venir parce qu'on est dans l'état d'urgence. Le droit de la défense doit demeurer sacré. Donc, les ordonnances délibérées au Conseil des ministres que le président de la République soumet à la Cour constitutionnelle, c'est pour vérifier que ce noyau dur n'a pas été violé. Maintenant, on vous l'a dit, quelle est la deuxième étape? Puisque le président de la République a proclamé l'état d'urgence et l'état des sièges, l'article 144 vous dit, en application des dispositions de l'article 85, des déclarations de l'état d'urgence et l'état des sièges, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. C'est la conséquence pour assurer un équilibre. Vous n'évoquez toujours pas l'article 119, c'est là le... Non, mais c'est sur ça que l'homme, d'une certaine manière, s'est accroché pour... J'en viens parce que si vous voyez que je ne m'y attarde pas, parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Il faut d'abord poser les principes, si bien qu'il découlera logiquement de ce que j'ai dit, l'inanité de cet argument de l'article 119. Parce que l'article 119, puisque vous voulez qu'on en vienne rapidement, parce que nous procédions un peu de manière pédagogique, ça permettait d'aller. L'article 119 ça concerne le Congrès. Vous voyez? Or, le Congrès ne s'est pas réuni. Parce que les Congrès ne pouvaient pas se réunir sur cette matière-là. C'est une disposition qui est totalement inappropriée et inadaptée dans le raisonnement logique de la conception de l'état d'urgence, de l'état de siège et des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Okay? L'état d'urgence, la décision de décréter l'état d'urgence est de la prérogative du chef de l'État et elle ne peut pas être soumise à l'appréciation et à l'autorisation. Non, mais l'article 119 est quand même clair lorsqu'il évoque le deuxième point en disant les raisons pour lesquelles le Congrès doit se retrouver. L'article dit que le Congrès doit également être appelé pour autoriser l'état d'urgence. Est-ce que ce n'est pas comment ça s'appelle, le législateur qui s'est contredit lui-même? Est-ce qu'on ne doit pas réviser la Constitution? On se retrouve souvent, et c'est normal. Est-ce qu'on ne doit pas réviser la Constitution pour élaguer ce genre d'erreur? On se retrouve souvent. Oui, là je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce qu'une Constitution d'abord est une œuvre humaine, c'est une loi, ok? Il peut se retrouver des fois dans ce qu'on appelle des inélégances juris. Donc des dispositions plus ou moins qui peuvent créer de l'ambiguïté et qui peuvent amener des interprétations intéressées. Okay? Pour que si on nous dit, pardon, l'article 119 sur lequel on se fonde pour décréter que le président de la République avait besoin d'une autorisation. Pourquoi? Via le Congrès. Or, le Congrès n'a pas vocation à légiférer. Vous comprenez? Le Congrès a des matières précises. La seule matière à caractère législatif qui relève des compétences du Congrès, c'est quand il s'agit de la modification de la Constitution. Okay? En dehors de ça, le Congrès ne prend pas de loi. Or, les mesures fixant les modalités de l'état d'urgence sont une loi. Une loi est prise par l'Assemblée nationale et passe en seconde lecture au Sénat. Ok?
les mesures autorisant la prorogation de l'état d'urgence, c'est une loi. La cessation de l'état d'urgence peut être décidée par l'Assemblée nationale, ok, ou par le Sénat, par une loi, ok. Mais le Congrès n'a pas cette matière. Donc voilà une disposition sur laquelle on veut s'asseoir et qui est vraiment, comme toujours, des inélégances juridiques, mais qui, lorsqu'on est dans... Vous savez, le droit, hein, c'est la règle du droit. Je vais juste donner deux principes sans chercher à être pédant. La règle du droit a cette particularité. Elle est générale, impersonnelle et abstraite. Donc, elle a été conçue pour s'appliquer à une multitude de cas sans être amenée à s'adapter à un seul cas en particulier. C'est ce qui amène souvent l'interprétation. L'interprétation oblige à utiliser des techniques qui sont soit dans le contexte de la loi, soit dans le contexte comparatif, soit dans la finalité voulue par les législateurs ou les constituants. Okay? Et ici, donc, c'est très simple à comprendre que si vous ne prenez qu'une part isolée d'une disposition, mais en cherchant à en faire une chapelle, donc des querelles des chapelles, et en ne regardant pas les autres dispositions qui pourtant se suivent logiquement et de manière cohérente, vous avez un problème. Sauf si vous faites une lecture intéressée, sauf si vous faites une lecture partiale. Et souvent, c'est lié, la partialité de la lecture est liée à des considérations politiciennes qui n'ont strictement rien à voir. Donc, pour revenir à vous, vous avez bien vu à quel moment ces chambres entrent en scène. C'est au moment où le président de la République entend solliciter la prolongation de l'état d'urgence. Parce que le président de la République n'a que 30 jours. Son ordonnance décrétant l'état d'urgence. S'il veut que l'état d'urgence continue, les deux chambres doivent être mises en branle. Les deux chambres doivent entrer en activité. Mais pas les deux chambres, pas le Congrès. L'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que, comment? Parce que le président de la République s'adresse alors aux deux présidents, leur demandant que, au regard des circonstances, j'entends solliciter la prorogation de l'état d'urgence, puisque les causes ayant justifié ma première ordonnance n'ont pas cessé, et il est nécessaire de maintenir cette situation. Mais ça ne dépend plus simplement du président de la République. C'est là où on va, non pas l'autoriser à prendre une ordonnance, on va décider s'il y a lieu ou non de proroger l'état d'urgence. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que le président peut demander, le Parlement lui refuse. Bien sûr. On peut se retrouver dans ces cas de figure. C'est prévu. La Constitution vous dit, mais c'est un cas de figure prévu par et dans ce cas-là, c'est la voix du Parlement qui prime, mais non pas l'ordonnance du président. Bien entendu, parce qu'à partir de l'ordonnance, le président de la République, on lui avait donné 30 jours. Ne l'oublions pas, ok? Après ces 30 jours, nous rentrons dans la... pourquoi le législateur a dit que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit? Pour éviter d'avoir un pouvoir exécutif trop fort sans contrepartie, parce que dans l'entretemps, on lui a quand même donné des pouvoirs exorbitants. Et ces pouvoirs exorbitants n'ont pas tendance à rester, parce que là, vous comprenez que l'exécutif prend des mesures qui entravent sérieusement nos libertés. Alors, lorsque on vous l'a dit, on dit l'état d'urgence ou l'état de siège peut être... Non, ça, la disposition... voilà, la dernière disposition de l'article 144. Okay. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège. C'est par une loi. Ce qui revient dire que ce n'est pas le Congrès. Le Congrès n'a pas parce vocation... Parce que le Congrès ne vote pas des lois. N'a pas vocation à légiférer. Il ne vote pas des lois. Donc la cessation de l'état d'urgence, c'est soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat, mais ils se mettent d'accord par une loi. On met fin à l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que c'est eux qui, après l'expiration de l'ordonnance 30 jours, prorogent de 15 jours à 15 jours. Donc c'est une véritable monstruosité que ce qu'Alexis Thambwe Mbamba voulait nous faire croire. C'est une monstruosité juridique qui avait plutôt des intentions politiques cachées derrière. Nous sommes retrouvés devant une sorte de querelle des ménages sur fond politico-judiciaire, juridique. Vous avez d'une part le président du Sénat
qui déclare du haut de sa superbe Urbi et Orbi que l'ordonnance du chef de l'État déclarant l'état d'urgence, il dit, nous sommes dans une situation d'état d'urgence de fait. De fait. C'est outrancier. C'est outrancier. Parce que l'état d'urgence est de fait lorsqu'il n'existe aucun acte qui l'ait décrété, mais qu'on se comporte comme si nous y étions. Là, on dit qu'on est dans une situation d'état d'urgence de fait. Okay? Par exemple, on dit, vous voyez un type qui n'est pas policier, qui se met dans la circulation, qui commence à régler la circulation. Là, on dit, c'est un fonctionnaire de fait. Personne ne l'a nommé, mais il pose des actes sur la voie publique comme s'il en avait la prérogative. C'est une situation de fait. Mais le dire pour le président, c'est outrancier parce que le président dénie même voilà. L'ordonnance prise par le chef de l'État. Exactement. Parce que donc, quand il y a un acte pris, et cet acte-là s'appelle ordonnance, qui encadre et qui déclare une situation d'urgence, vous ne pouvez plus parler de fait. À la rigueur, vous pouvez en contester les motifs. C'est comme quand je pars plaider pour vous au tribunal et qu'on a rendu un jugement. Nous sommes contre ces jugements. Je ne dirais pas qu'on a pris une décision pour vous emprisonner de fait. Non. La décision est de droit, mais le motif, je les conteste. Ça, c'est autre chose. Mais déclarer que on est dans un état d'urgence de fait, c'est un non-sens. C'était inapproprié. Sauf si c'était une provocation délibérée. Parce que j'imagine qu'à ce niveau, on s'est pesé l'essence de ces mots. Mais ça, c'était un premier élément. Oui. Okay. La deuxième chose, c'est que il y a eu cette agitation autour. Est-ce que... Il faut congrès, voilà. Okay. Donc, en fait, on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'un congrès parce que, comme je vous l'ai dit, les congrès n'ayant pas vocation à légiférer, c'était un non-sens. Mais derrière toute cette agitation qui a commencé depuis un certain temps, il commence à se dessiner en fait en toile de fond une volonté insidieuse de laisser croire que les actes du chef de l'État, et les chefs de l'État ne s'expriment juridiquement que par ordonnance, sont des actes sous tutelle de l'appréciation des majorités parlementaires au sein des deux chambres. Donc pour dire vrai, c'est comme si le président Tshisekedi se retrouve sous la tutelle du FCC. C'est ce que les gens veulent insinuer, en soulevant tout. Sur le plan politique, cela, franchement, m'est totalement indifférent. Mais c'est sur le plan juridique que je me retrouve. Parce que quand vous avez un président du Sénat qui donne ses avis et considérations sur la légalité ou la juridicité des actes du chef de l'État, c'est insidieusement laisser croire qu'ils peuvent s'y opposer lorsqu'ils considéreront que ces actes ne sont pas conformes à leur lecture. Mais pourquoi il s'agit souvent au niveau des ordonnances? Parce qu'ils ont laissé croire à leurs partenaires, donc de la famille politique du chef de l'État, qu'eux sont en mesure de censurer les actes du chef de l'État et même de le poursuivre et de les déposer. Vous comprenez? Derrière tout ça, c'est l'idée que si un jour le chef de l'État ose prendre une ordonnance de dissolution de l'Assemblée nationale, souvent on utilise un peu les termes, le président ne peut pas dissoudre le Sénat. Pour raison simple, le Sénat n'est pas la représentation d'où émane le gouvernement. C'est tout. Ce n'est pas parce que le Sénat est plus fort. C'est juste que le Sénat est une chambre de second degré, c'est une chambre qui n'a pas le même impérium que l'Assemblée nationale, parce qu'il n'est même pas issu du suffrage universel d'une part, et que d'autre part, même une loi votée par le Sénat peut être rétoquée par l'Assemblée nationale. Donc quand il y a deux versions contradictoires entre la relecture du Sénat et celle de l'Assemblée nationale, c'est celle de l'Assemblée nationale qui prévaut. Donc même quand on l'appelle chambre haute, mais en réalité, dans la pratique, elle n'a pas les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale. Alors, donc voilà. L'idée, c'est de dire que le jour où le président de la République, parce que voilà la contrepartie, on a le FCC qui est hyper majoritaire à l'Assemblée nationale, et donc ce qui lui permet forcément de peser dans toutes les institutions, et qui donne au président de la République l'impression qu'on lui donne une majorité pour qu'il ait un gouvernement de coalition, mais dans la pratique, si lui essaye d'utiliser sa contrepartie des dissolutions,
peuvent s'y opposer. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre dans sa tête une sorte d'insécurité, ils veulent l'insécurité. C'est ce qu'ils ont... Et si, je crois même qu'ils y ont réussi, puisque quelle agitation autour de la tenue ou non du Congrès pendant l'état d'urgence. L'idée étant que on veut utiliser le Congrès pour mettre en accusation les chefs de l'État, puisque le président du Sénat avait estimé que son ordonnance était une ordonnance des faits, donc une sorte de violation intentionnelle de la Constitution. Et comme c'est une violation intentionnelle de la Constitution, ils se réunissent en Congrès, puisque c'est ça aussi la matière. Ils peuvent mettre les chefs de l'État en accusation. Encore qu'en matière pendant la période d'état d'urgence, les matières sur lesquelles on statue sont limitativement liées au contexte. Donc ça permet de dire deux choses, si vous permettez là-dessus. Donc la première chose, c'est que on avait eu un fameux débat sur le fait de savoir si l'ordonnance du chef de l'État portant dissolution de l'Assemblée nationale requérait le contrôle. Voilà. Donc l'idée étant que si le président de la République considère, et il aurait raison, qu'il peut dissoudre parce qu'il n'a pas besoin du contre-saint du Premier ministre, eux pourront décider de se réunir pour permettre une tenue du Congrès et les renverser. C'est un non-sens. Le président émane du suffrage universel. Il n'émane pas d'eux. Ils vont les renverser comment? En créant une majorité mécanique au niveau du Congrès pour considérer qu'il y a violation intentionnelle de la Constitution et les mettre en accusation. Sauf que le président de la République ne se met pas en accusation par le Congrès. C'est encore une lecture biaisée, insidieuse et une interprétation qu'ils ont laissé distiller dans l'opinion. La seule personne qui peut poursuivre... C'est Mabunda qui a dit ça, surtout elle. Hein? J'ai beaucoup de respect pour Madame Mabunda, mais de ce côté-là, elle était totalement étrangère au droit. Donc, je m'explique. Première chose, c'est que le seul organe de poursuite du président de la République, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Parce que le juge naturel du président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Comment agit un procureur général ou n'importe quel magistrat? Sur plainte, sur dénonciation ou sur saisine d'office. Donc s'il y a des actes pour lesquels le président de la République est justiciable et qu'il a posé ces actes et qu'on les dénonce auprès du procureur général après la Cour de cassation, après la Cour constitutionnelle, après la Cour constitutionnelle, merci, celui-ci, s'il veut poser des actes d'interpellation, donc l'inviter à attendre, a d'abord besoin de l'autorisation pour le poursuite. C'est pourquoi vous allez voir qu'on vous dit qu'il y a deux termes. Il y a le poursuite et il y a la mise en accusation. Donc en amont, il dit, voilà, c'est un peu comme on le fait d'ailleurs pour lever l'immunité d'un député. Le parquet dit, bon, on a reçu telle plainte concernant tel député et nous voudrions d'abord l'entendre, etc. Bon, on lève l'immunité. Pour le président, alors que évidemment pour les députés, une fois qu'on a levé l'immunité, l'action suit son cours jusqu'à la fin. Mais pour le président de la République, on a deux séquences. D'abord, l'autorisation des poursuites. Quand maintenant le procureur général pour la Cour de cassation estime que sa conviction est établie, effectivement maintenant, il faut mettre le président de la République en accusation, il rentre. Toujours la même majorité qualifiée pour le poursuite, s'est réunie au Congrès, pour maintenant permettre la mise en accusation. Et ça, c'est à la demande du procureur. Ce n'est pas l'Assemblée qui se réveille un matin, en Congrès, nous les mettons en accusation. Il y a la séparation de pouvoir. Les législatifs n'est pas les judiciaires, on est bien d'accord. Comment verrez-vous un Congrès se comporter en parquet? En fait, dans l'idée déjà, c'est quoi? Un jour, les députés se réunissent et disent, tiens, je considère, Madame la Présidente, honorable, le président de la République, avec son ordonnance, a violé intentionnellement la Constitution. Qui sont d'accord? Très bien. Nous sommes OK, très bien. On l'accuse, on va aussi, on réunit les Sénats. OK. On vote à main levée, très bien. On va chez le procureur général. Ils ne sont pas un parquet. S'ils étaient un parquet et qu'ils créeraient une commission et qu'ils enquêteraient, on n'aurait pas besoin d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Eux-mêmes mèneraient les investigations et vont accuser à la Cour constitutionnelle. Or, le mode de saisine de la Cour constitutionnelle en matière pénale n'intègre pas une requête émanant d'un parquet autre que du procureur général près la Cour constitutionnelle. Donc ce serait manifestement irrécevable parce que émanant d'une instance incompétente. On est dans la séparation de pouvoir.
Vous êtes les législatifs, vous faites les lois. Vous faites vos commissions, vous contrôlez. Dans un cas précis, on a limité, on regarde la personnalité du chef de l'État et des conséquences que ça peut avoir pour l'équilibre politique de la nation, que le procureur général ait les mains liées. Ce n'est pas propre seulement au président de la République. Hein. Le procureur général ou le parquet peut être, dans certains cas, lié à une plainte préalable, par exemple en matière d'adultère. On ne porte, le parquet n'agit pas d'office si le conjoint lésé n'a pas d'abord porté plainte. Ça peut être aussi en matière de grivellerie. Hein. Donc il y a comme ça, ou même en matière des infractions fiscales, avant, au lieu que les parquets se saisissent, les inspecteurs du faut fisc, une plainte préalable. Voilà, les inspecteurs du fisc peuvent transiger avec vous. Et on se limite là. Donc voilà, ce n'est pas un cas lié au président de la République. Mais ici, on a quand même encadré les mécanismes à cause de la sensibilité de la question et l'impact que ça pourra avoir sur la vie nationale. Donc, pour revenir, ce n'est pas la majorité mécanique FCC qui va se réunir et décider. Nous sommes là, nous avons trouvé que maintenant, là, il y a violation intentionnelle selon leur propre lecture. Et souvent, une lecture stomacalement alimentée par des braconniers du droit et des mercenaires juridiques. Et maintenant, très bien, on y va. On décide de poursuivre les chefs de l'État devant la Cour constitutionnelle. C'est un non-sens. Malheureusement, cet esbrouf, cette sorte de pression psychologique a marché. Et même le président, apparemment, et dans son entourage, on a l'impression que le FCC a réussi à faire avaler cette pilule-là à Félix. On voit un président fragile, un entourage fragile qui s'agite. Non, pour le président, je ne sais pas parce que je ne le fréquente pas, je ne connais pas trop bien son entourage, mais j'ai bien vu, j'ai lu des tweets, j'ai vu des appels au soutien au chef de l'État pour la non-tenue du Congrès. Alors même que, donc, du coup, il n'y a pas eu l'agitation parce que la tenue du Congrès ne se concevait pas pour une simple raison, c'est que le Congrès n'avait pas matière n'a pas vocation à légiférer. C'est plutôt l'intention qui était voilà. Et donc, on avait peur que... C'est ça qui m'a poussé à la réflexion, de savoir, mais en quoi les termes Congrès est comme une sorte de chiffon rouge, dès qu'on l'agite, il y a une réaction pavlovienne de la part de certains, comme si qui dit Congrès dit mise en accusation du chef de l'État. Donc du coup, j'ai un peu poussé ma réflexion pour dire, mais en fait, nos amis ont l'impression, ou les FCC est parvenu à leur faire croire, qu'ils peuvent faire tomber les présidents une fois qu'ils ont décidé au niveau de leur Congrès. Le président de la République peut prendre une ordonnance de dissolution dès que l'ordonnance de dissolution est rendue. Je vais même aller plus loin. Je suis juriste, hein, donc je suis démocrate, mais je vais dire quelque chose qui peut vous choquer. Une fois que le président de la République a dissous, il n'y a aucun organe chargé d'examiner la régularité ou non de son ordonnance. Il n'y en a pas. Une fois c'est dissous, c'est dissous. Il n'y a même plus, à se réunir pour la mise en accusation. C'est un acte de pouvoir. C'est un acte de pouvoir. La seule chose, c'est la tenue des élections dans les 90 jours. Pour que le peuple arbitre lui-même ces conflits. Donc là, le conflit entre le gouvernement, l'exécutif et la représentation nationale n'a pour seul arbitre que le souverain. Non, mais là aussi, ils insinuent, ils parlent d'une chose, ils disent le président peut le faire en temps de crise. Or, comment peut-il avoir une crise entre un exécutif issu d'une majorité parlementaire qui est en harmonie? Là aussi, le président n'aura peut-être pas le mobile, l'argument pour asseoir sa décision de dissoudre. Ça sera de l'anarchie. Si, même s'il n'y a pas de crise, un président de la République peut se réveiller un matin et décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Bien sûr que ce sera de l'anarchie, mais je vous l'ai dit. Je veux même vous choquer. Supposons que nous soyons dans ce contexte-là. C'est un conflit politique. Et l'arbitrage de ce conflit politique, c'est le peuple souverain. Quand on en arrive là, c'est un point de rupture. Donc ce n'est pas des députés qui vont encore, ils cessent d'être députés dès l'ordonnance de dissolution. Ils cessent, c'est tout. C'est ça là où je vous dis, je vais vous choquer. Ils ne vont pas aller à la Cour constitutionnelle pour dire le président de la République n'aurait pas dû parce que le contexte n'est pas réuni. Pas sur cette matière-là. La Cour était compétente pour examiner l'ordonnance de dissolution de l'Assemblée. Si après ils peuvent dire que nous considérons que ça c'est une violation intentionnelle de la Constitution, etc., vous partez porter plainte
auprès du procureur général, près de la Cour constitutionnelle. Mais la chambre qui va examiner la possibilité d'autoriser les poursuites ou pas, ben, ce ne sera pas la vôtre. Ce sera celle qui reviendra après les suffrages. C'est aussi simple que ça. Donc c'est irréversible. Une fois que c'est pris, il n'y a pas à faire peur, il n'y a pas à trépider là-dessus. Vous êtes dissous, c'est tout. Donc le président a quand même du pouvoir, que le FCC veut faire croire aujourd'hui, que c'est un, vous savez, un homme qui est relativement, qui a un pouvoir relatif. Aujourd'hui, on a l'impression que le fait que Félix n'a pas la majorité parlementaire, il devient un président étiquette, un président qui ne peut pas actionner des mécanismes pour diriger le pays. Le pouvoir n'use que quand on ne s'en sert pas. Le problème avec nos... Vous savez aussi ce qui passe mal, par exemple, voilà, j'ai été très sévère peut-être vis-à-vis du président du Sénat et tout. Ce qui passe mal avec nos compatriotes du FCC, surtout auprès de l'opinion, c'est que lorsqu'ils deviennent des donneurs des leçons du droit, ils ont la même crédibilité qu'un renard dans un poulailler qui se déclare végétarien. C'est juste pas potable, émanant d'eux. Ils ont tellement accumulé des actes attentatoires au droit que le voir en devenir des grands défenseurs, des donneurs de leçons à cette matière. Ça passe mal. Donc, sur certaines matières, on aimerait juste les inviter à se taire. Mais comme il y a la liberté d'expression, et que, après tout, l'hypocrisie, c'est l'hommage que le vice rend à la vertu, il faut bien les laisser parler. Mais sauf que, fondamentalement, les thèses qu'ils nous pondent, de fois, on sent bien que ça procède d'un braconnage du droit. Mais que voulez-vous? Il faut qu'en face aussi, il y ait du répondant. Que l'analyse juridique corresponde aussi à notre intelligence juridique. C'est en cela le droit. Et on a un seul arbitre en matière de contestation, c'est la Cour constitutionnelle. Donc comme je viens de vous le dire, le problème n'a jamais été dans l'élaboration du texte. Hein. Je le répète vraiment, pour ceux qui nous suivent, le vrai problème du Congo, ce n'est pas la loi. Le vrai problème, c'est dans l'application de la loi. Que nous puissions avoir des querelles d'interprétation, c'est normal. Sinon, dans les tribunaux, vous n'aurez pas chaque partie avec son avocat. Sinon, vous n'aurez pas un juge. Et sinon, vous n'aurez pas la possibilité d'aller en appel. C'est parce que la loi s'interprète. Pourquoi? Parce que la loi évolue dans les temps, dans l'espace. Elle est générale, elle est abstraite. Mais il y a des gens chargés de les interpréter. Et ces gens doivent être neutres vis-à-vis des parties. Si les mêmes personnes qui sont politiquement intéressées vous apportent une lecture de la loi, et ils veulent vous dire que c'est l'unique lecture qui vaille, c'est là où vous comprenez qu'il y a un problème. Surtout si dans un passé récent, ils avaient soutenu à corps et à cri exactement le contraire. C'est là le problème. Et là, vous prétendez que c'est la faute au juriste. Ce n'est pas la faute au juriste. On a une cour constitutionnelle. Jusque-là, nous avions une cour constitutionnelle qui s'est comportée de manière totalement inféodée. Nous en avions décrié les dérives, surtout en matière de contentieux électoraux. Mais en même temps, aujourd'hui, nous sentons un petit vent d'affranchissement et de la lecture de droit. C'est ce que nous encourageons. Vous voyez, c'est ça. Quand un procureur peut répondre, réprimander le ministre de la Justice. On ne peut pas réprimander, mais rappeler à la loi. Quand un magistrat peut dénoncer le président de sa juridiction, il semble même qu'il a été suspendu, c'est quand même des choses qu'il faut saluer, tout ça. Hein? Cher ami, c'est ça qu'on attend dans un état de droit. Nous pouvons nous contester vigoureusement, mais texte en main. C'est ça qu'on attend dans un état de droit. Qu'il n'y ait plus des gens au-dessus de la loi ou des gens qui ont une lecture de la loi qui leur soit propre. Et qui vous l'impose et qui, les lendemains, vont encore vous donner une interprétation totalement tarabiscotée. Donc cela, et c'est ça, c'est parce que vous aviez posé aussi quelque part, qu'est devenu les CLC. Les CLC qui a été le fer de lance du combat pour la transparence dans le processus électoral et l'alternance. Les CLC continuent ces actions. Les CLC publient aujourd'hui des correspondances d'interpellation pour que cette procédure qui a commencé en matière de détournement des deniers publics puisse se poursuivre en respectant l'indépendance des magistrats,
en évitant toute émission du politique ou de toute obédience politique dans les procédures. Sinon, nous en appellerons à une mobilisation massive de la population en soutien à l'indépendance de la magistrature. De même CETSE, qui aussi, quand la magistrature s'est montrée laxiste, a frappé du poing sur la table. C'est ça, être équilibré, démocrate et républicain. Finalement, la grande solution pour éviter ces récupérations politiciennes, est-ce que devons-nous être fatalistes en disant, quel que soit ce qu'on fera, les politiques vont toujours tenter de torpiller les droits en leur faveur, comme les gens du FCC tentent de le croire? Est-ce que devons-nous prendre le courage pour aller modifier certains articles de la Constitution pour le rendre beaucoup plus potable et moins discutable? Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'on ne tourne plus autour des pots, qu'on n'assiste plus à ce genre de récupération juridico-politique, afin de permettre à la République de marcher comme il faut? Les institutions et les lois ne valent que par ceux qui les appliquent. Une loi est une règle, comme je vous l'ai dit, générale, abstraite, impersonnelle. Elle évolue dans les temps, dans l'espace, et en fonction des intérêts des particuliers. Nous pourrons changer, modifier la Constitution, etc. C'est surtout l'indépendance des juges constitutionnels qui est la chose la plus importante. La Constitution, on ne la modifie pas à la légère, de manière intempestive et permanente. Vous avez les États-Unis qui ont l'une des plus vieilles constitutions du monde. Mais comment cette constitution a intégré d'autres éléments évolutifs comme les amendements? C'est dans la technique de l'interprétation des textes que les juges constitutionnels ont pu sauvegarder l'idée et l'esprit de la Constitution. Je vous donne un cas. Dans la théorie constitutionnelle, par exemple en France, le Conseil constitutionnel a posé certains principes qui constituent le bouclier de la Constitution française, qui sont par exemple des principes fondamentaux sur le droit de l'homme, qu'on a intégrés comme corps de la Constitution. Alors dans leur technique, ils vous disent ceci. Supposons que nous avons une querelle qui a eu sur l'interprétation de l'article 119 en matière de congrès. Les juges constitutionnels peuvent vous dire, il y a ce qu'on appelle l'effet des cliquets. Je m'explique un peu. L'effet des cliquets, c'est quoi? Un cliquet, c'est le mécanisme qu'il y a dans l'horloge ou dans nos montres. C'est ce mécanisme qui fait que comme la montre tourne de droite vers la gauche, il faut éviter qu'elle fasse l'inverse, sinon vous n'avez plus la bonne heure. Donc la montre ne doit plus reculer. Donc les cliquets, c'est ce qui fait que la montre va toujours dans un sens et ne peut plus reculer. Donc l'effet des cliquets est une réserve d'interprétation où les juges constitutionnels disent que quand un avantage juridique a été acquis par le peuple, quand nous avons déjà interprété de manière évolutive une disposition, on n'y revient plus. On ne peut plus y revenir. Aucune interprétation restrictive ne peut plus y revenir. Donc si dans un temps nous avions déclaré que le président de la République a telle prérogative dans l'exercice de ses fonctions, il ne faut pas que l'autre président qui reviendra se retrouve dans une insécurité juridique. Alors, oui, mais c'était valable pour cette époque-là. Maintenant, là, non, monsieur, il y a l'effet des cliquets. Ou il y a aussi, par exemple, vous dites, mais l'article 119 ici ne sert à rien. Il faut l'élaguer. Oui et non. Le juge constitutionnel saisi peut dire, j'ai fait ma réserve d'interprétation. Cette disposition peut rester uniquement si vous considérez désormais que vous ne pouvez pas l'interpréter comme étant qu'en matière d'état d'urgence, le Congrès a vocation à légiférer. Vous voyez? C'est ça le rôle du juge constitutionnel. De telle manière qu'on ne perde pas le temps dans de toilettage, modification, remodification. La Constitution n'est pas une loi ordinaire et le quorum d'abord pour la modifier est beaucoup plus élevé que les quorums liés aux lois ordinaires. Donc vous comprenez que deux fois, le juge constitutionnel, dans son intelligence, peut faire une interprétation évolutive. Nous gardons les mêmes textes. Mais aujourd'hui, la lecture que vous aviez en 2000, la lecture que vous aviez en 2006, la lecture que vous aviez en 2011 ou la lecture que vous aviez en 2018 doit désormais s'interpréter dans tel sens. En sachant qu'on garde l'effet des cliquets, on ne peut plus régresser pour de droits fondamentaux reconnus aux particuliers, mais on peut désormais éviter d'interpréter ça dans les sens que vous voulez accorder.
C'est ça aussi. Ça nous éviterait ces multiples modifications de la Constitution. Il faut toucher à ça, il faut toucher à ça. Cher Perrault, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas inventé la science constitutionnelle, nous n'avons pas un droit propre au Congo, où dès qu'il s'agit de notre cas, tout ce qui était clair devient nébuleux, flou et sujet à interprétation à géométrie variable. La science constitutionnelle est universelle. Les systèmes politiques que nous mettons en place ont été aussi tentés ailleurs. Nous nous adaptons à la sauce congolaise sur base de nos réalités, nos rapports de force. Mais fondamentalement, la science demeure la même. Tant qu'on n'a pas une lecture biaisée, intéressée, truquée, tronquée, partiale et partielle. Maître Védiakessé, grand merci à vous de nous avoir reçus ici chez vous. Tout le plaisir Ça a est pour été moi. un grand plaisir. Hein. On a eu l'impression d'être dans un prétoire, dans un auditoire, en train d'apprendre le droit. Mais de temps en temps, il faut quand même des émissions comme ça, pédagogiques, pour permettre aux gens d'asseoir un peu leur culture démocratique, mais aussi une culture juridique, comme vous venez de le faire. Grand merci de nous avoir reçus, Maître Hervé. Merci beaucoup, cher Perrault. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir qu'on recevait Maître Hervé Diakessé. Il est avocat ici à Kinshasa. Il est membre de la société civile, membre des mouvements citoyens, porte-parole du tout-puissant CLC, Comité laïque des coordinations. Et aussi des Congolais debout. Des Congolais debout. Qui est mon mouvement citoyen d'origine. Il y en a aussi plein, les mouvements citoyens aujourd'hui. Hein. Parce que la demande citoyenne ne fait que croître. De plus en plus, nous devons participer à la gestion de notre pays et ne plus l'abandonner qu'aux politiciens. Ah ben bonne chance alors. Si ça peut nous aider à avoir un pays assis, un pays démocratique, c'est bon vent à vous. Merci. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve lors du prochain numéro. Entre-temps, bonne soirée chez vous et bonne suite des programmes sur CPN Télévision. Au revoir.